Merci bien. Quand je suis arrivé, j'avais salué Ine Warga Ban, Warga Sabu, Warga Nyoti. Ça, c'est le soleil du village. Et réglez vos affaires là et puis vous quittez parce que je vais parler aux gens que je vois. Parce que les hommes des médias croient qu'ils sont plus importants. Vous savez, les médias et les protocoles, c'est les seuls qui n'ont peur de personne. Le président et le Premier ministre les attendent. Tous les autres attendent le président et le Premier ministre. Merci bien. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. D'abord, de longue date, le président de Irganda, de l'association des communautés de culture Songoï, Ousmane Issoufi Maïga, effectivement, m'avait parlé des préparatifs de ce grand festival, désormais historique, parce que je crois que c'est la première fois, avec une telle envergure. Vous avez placé la barre tellement haut qu'il faut commencer à préparer la prochaine édition dès maintenant. Parce que les Maliens n'accepteront pas d'avoir un festival en dessous de celui de cette année. Vous savez, le Mali, depuis quelque temps, vous aurez constaté, si le ministre de la Refondation est là, c'est vraiment mon compagnon de lutte au moins pendant 4 ans, depuis que je l'ai connu en 2020. Je me rappelle que lorsque je formais le gouvernement, il ne voulait pas être dans le gouvernement. Rarement j'ai vu un Malien qui fait un combat et qui vous dit que lui ne s'est pas battu pour être dans le gouvernement. Il veut conseiller les Maliens. Je lui ai dit ceci, j'ai dit, mais Ibrahim, cette affaire de refondation de l'État malien, nous l'avons conçu un certain groupe, avec toi, c'est lui qui écrivait tout. Donc c'est lui la mémoire. Il dit, si tu ne viens pas, le Premier ministre, dont le rôle est de coordonner l'action gouvernementale, va passer son temps à expliquer qu'est-ce que nous entendons par refondation. Il faut donc que tu viennes. Et il est venu sans condition. Vous aurez remarqué, dans le gouvernement, il a l'un des plus petits budgets. Pour le dire qu'il n'en a même pas. Souvent, il est tellement dans des situations que c'est le président de la transition qui lui vient au secours. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que pour beaucoup de gens, quand on est ministre, on est tout. Dans la hiérarchie, le protocole gouvernemental, bien sûr, il est placé très haut. Mais dans un gouvernement, vous savez, pour mesurer l'influence d'un ministre, il y a un certain nombre de critères. Vous regardez d'abord l'étendue de son budget, le nombre de personnels et de services qui travaillent sous son autorité à travers le pays. Mais lui, il a tout créé. C'est un ministère qui est né avec lui. Il a fallu faire un organigramme, appeler des personnes, créer des structures, faire fonctionner. Et aujourd'hui, les assises nationales de la refondation, il devient la référence de toutes les personnalités politiques. Sans fausse modestie, je dois dire qu'il fait partie de ceux qui ont œuvré pour que ça ait lieu. Et vous savez qu'à l'occasion des assises nationales de la refondation, pour la première fois au Mali, on s'est assis, on s'est dit que le Mali n'a pas de moyens. Il faut qu'on ait le courage d'expliquer aux Maliens que pour une fois, il faut faire un forum sans perdre. L'État malien a économisé 2,4 milliards parce qu'il a eu le courage
de s'arrêter devant tous les Maliens et leur expliquer que compte tenu des difficultés du Mali, il est important que chacun fasse des efforts sur lui-même. J'ai fait ces quelques rappels pour rendre à César ce qui lui appartient. Il est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses du changement qu'il y a au Mali. Il est très modeste, il ne parle pas beaucoup, mais c'est bon que les Maliens sachent le rôle qu'il joue. C'est l'un des rares ministres concernant lequel le président m'a parlé de façon spécifique. On l'a appelé à Troyes pour lui parler. Parce que beaucoup sont émerveillés par sa façon de faire, de travailler. Disponibilité, connaissance profonde de ce que nous voulons faire du Mali de l'avenir. J'ai fait ce rappel pour vous dire que la mission que nous sommes en train d'accomplir sous la haute conduite du président de la transition, c'est une sorte de sacerdoce. Je vous assure que quand la première phase de la transition a commencé, tout a été fait pour le débaucher. Des professeurs d'université, des hommes de droit, des postes, rien ne lui a été épargné. Tout lui a été proposé. Mais tant qu'il ne se retrouvait pas dans l'idéal pour lequel les gens se sont battus, il est resté lui-même. Et c'est l'un des rares, vers le milieu de la première phase de la transition, qui était avec moi. Vous voyez, c'est avec des torches, des téléphones, qu'on faisait les interviews la nuit. Parce que certains ne voulaient pas être vus sur ces photos. Bon, d'autres, il y avait les coupures de courant. Mais lui, il tenait à être là jusqu'au bout. Et lorsque, par un heureux hasard des circonstances, j'ai été nommé Premier ministre, les 2 premiers actes que j'ai posés, c'est que dans mon bureau, il y avait un ordre de mission du ministre de la Défense qui a fait des mois pour aller à Moscou. On ne le recevait même pas, même des simples audiences. La première des choses que j'ai fait, c'est de signer cet ordre de mission. La deuxième chose, il y a un ressortissant du Nord avec lequel je suis en contact depuis 2015. Presque tous les vendredis, je l'ai invité, on discutait. Je lui ai dit que ce que je vois, si nous ne faisons pas attention, dans 15-20 ans, le Mali ne sera plus comme aujourd'hui. Parce que j'ai la conviction qu'il y a des forces qui ont un autre agenda. Et le Nord allait être le suivant. C'est-à-dire dans les grandes villes du Nord, vous allez trouver les forces de l'argent, l'oligarchie qui est riche, qui a les maisons. Les populations autochtones vont être à la périphérie. Nous allons nous retrouver avec une situation à chaque élection. L'oligarchie va acheter les voix et la majorité démographique va devenir la minorité institutionnelle et inversement. C'est ce qui était prévu pour dans 30, 40 ans pour notre pays. Cette conviction, je l'avais de longue date. Et donc ce dernier, je l'ai appelé dans mon bureau. J'ai fermé, j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est quelqu'un qui servait d'intermédiaire entre un chef militaire touareg, un patriote, qui a résisté à beaucoup d'épreuves. Il a été démarché, il a été menacé, il a été proposé d'être corrompu, mais il a résisté. Parce que pour ma propre gouverne, tous ceux qui portent l'uniforme au Mali, tous les hommes politiques de premier plan,
Pour chacun, j'avais une fiche. Tout ce que j'apprends sur lui, je lis dans les journaux, je le note pour ne pas me tromper. Parce que souvent, on peut faire des faux préjugés sur les gens. Moi, par exemple, il y a beaucoup de Maliens qui me connaissent que par le fait que je suis un soutien de Moussa Traoré. Aujourd'hui, les gens dans mon parti savent que les 95% de mes soutiens politiques n'avaient rien à voir avec moi avant. C'est dans le combat qu'on s'est découvert. Et d'ailleurs, beaucoup apprennent avec surprise que moi, je n'ai vu Moussa Traoré la première fois que le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Je suis allé chez lui à Markala. C'est la première fois qu'il me voit. Beaucoup ne savent pas qu'aux élections de 2013, tout ce que vous appelez l'ancienne nomenclatura de l'IDPM avait fait un autre choix, à part quelques personnes. Beaucoup ne savaient pas ça. Mais il y avait toujours ce préjugé. Moi, j'avais toujours le Mali chevillé au corps. En réalité, quand je discute avec lui, c'est pour comprendre ce qui se passe au Mali. Et je discute avec tous les anciens de toutes les républiques qui avaient les portes ouvertes. Et donc, ce monsieur, je l'ai fait asseoir dans mon bureau. J'ai dit, bon, maintenant, comme on dit en Bambara, Wati Sera, qu'est-ce que nous allons faire pour ce pays-là? Nous avons une dernière chance. Ces jeunes officiers, si jamais ils échouent, c'est fini. Je préfère ne même plus faire de l'activité publique. Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils réussissent? Parce que je suis dans les milieux politiques. Je ne suis pas sûr que des hommes de 40, 50 ans, on en trouverait dans l'espace politique qui avaient un sens du sacrifice, un don de soi. Et le sens de l'histoire du Mali. Plus que ces jeux-là. D'autant plus que j'étais au courant des tractations qui avaient présidé ce qu'on appelait la rectification. Le ressort qui leur était réservé. Et après eux, c'est notre tour. On n'est pas dupes. Vous savez, le monsieur, il m'a écouté tranquillement. Il me dit, mon frère, je n'ai pas voulu te dire la vérité. Mais le Mali, là, ne sera plus jamais comme avant. Je lui ai dit que moi, ma conviction, c'est que le président de la République a été trahi par certains responsables autour de lui. Parce qu'il y a des choses qui se font qui vont conduire inexorablement à la décomposition du Mali. Je ne crois pas qu'il soit d'accord avec ça. Au bout des conversations, il m'apprend que depuis 2016, on lui a dit « Préservez vos vies, ne vous faites pas tuer pour rien. » Parce que le Mali ne redeviendra plus jamais comme le Mali d'avant. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol du cercle de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays dont je ne veux pas donner le nom, pour des raisons diplomatiques. Donc, les forces étrangères, particulièrement leurs balabala, ils ne vont jamais quitter le Mali. Le président va faire son mandat, d'autres vont venir, jusqu'à ce qui devait arriver, arriva dans 20-30 ans. C'est-à-dire le réveil brutal des Maliens, qui ne pourront rien, parce que le pays sera déjà divisé, qui vont s'accommoder, d'autres vont s'accrocher au train d'atterrissage des avions pour quitter le Mali, on a vu sur d'autres pieds, sur d'autres cieux. Donc ceux qui ont 2-3 passeports en poche, ils vont choisir la nationalité où ils vont aller. Et puis la grande majorité des Maliens va rester tel qu'on voit. J'ai dit, mais toi, dis-moi maintenant, tout ce temps qu'on parle là, qu'est-ce que toi tu penses réellement? Il me dit, mon ami, je pense que tu es un rêveur. Tu es dans ce poste, cherche ta part et puis
quand ton temps finit, d'autres vont venir. Le Mali ne sera plus jamais comme avant. Nous allons nous organiser pour défendre un peu la sécurité de notre communauté. Mais penser qu'on va retourner à un pays uni, ça n'arrivera plus jamais. Restez un moment. Je l'ai accompagné à la porte et c'est terminé. Et on s'est réorganisé pour aborder la transition avec suffisamment de détermination, du sens de l'histoire. Je me rappelle très bien que lorsque l'Empire Songhai a été détruit le 13 mars 1591, tout le monde n'a pas accepté la soumission. Une bonne partie de l'aristocratie guerrière a quitté. Elle a continué à faire des résistances. Aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai dit aux Burkinabés, Burkina Faso là, est-ce que vous savez ce que c'est? Burkini, Burkina c'est Burkini. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils savent seulement que Faso c'est pays, mais le mot Burkina là, l'homme intègre. Le pays des hommes intègres. Parce que cette aristocratie guerrière qui a refusé la soumission et s'est dispersée. Ils sont partis au Burkina, au Niger, au Togo, au Nigeria, au Tchad, au Soudan, un peu partout. Il y a une partie de la société qui, par la force des choses, a accepté la soumission. Ça, c'est l'histoire. Pendant 300 ans, ce qu'on appelait les régions du Nord ont été soumises à l'anarchie, à la raison du plus fort. Celui qui a l'épée, celui qui peut s'imposer aux autres, c'est lui le chef. Parce qu'entre-temps, les grandes entités politiques étaient détruites. Vous avez cette partie de l'histoire, elle est très importante pour motiver les gens. Et ce jour-là, j'ai dit aux uns aux autres, ceux qui sont d'accord, organisons-nous pour faire en sorte que ces militaires-là n'échouent pas. Parce que s'ils échouent, c'est fini pour nous. Et tel que je les vois, et j'ai vu ce qui a conduit à la rectification, parce que j'étais au courant de ce qui se passait dans les coulisses. Les blocages du ministre de la Défense pour aller à l'extérieur, tous les jeux qui se faisaient autour, j'ai compris qu'on a un devoir historique et patriotique de les aider à réussir politiquement. Parce que l'art militaire, ils la connaissaient déjà. On n'avait rien à leur apprendre. Ils ont été enlevés, ils ont sauté dans des embuscades. Il y a beaucoup qui ont perdu. Lui, moi je discute avec certains, ils n'entendent pas d'une oreille, ils sont tombés dans des embuscades. Certains ont été enlevés, d'autres ont vu tous leurs camarades morts autour d'eux. Il y a un qui m'a dit que des balles ont ricoché sur le chargeur de son fusil. C'est comme ça qu'il n'est pas mort. Donc je me suis dit, des gens qui ont risqué leur vie, des conditions politiques ont été créées. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats pour essayer de niveler l'histoire. Ce n'est pas vrai. Ça, le mouvement, le vaste mouvement des Maliens, de juin à juillet 2020, les militaires ne vont pas se lever comme ça, avoir le courage de venir faire quelque chose. Ça n'allait jamais arriver. Donc on s'est trouvé comme deux mains qui se lavent. Aucune main ne peut réussir seule. À partir de ce moment, on a une approche philosophique de la situation du Mali. Le Mali s'est trouvé comme une case qui brûle. Quand une case brûle, est-ce que les enfants vont passer le temps à demander qui a mis le feu? Mais s'ils le font, la case va finir par se consumer. Donc nous avons dit que ceux qui sont décidés, ils n'ont qu'à se lancer à corps perdu pour éteindre le feu. On a passé par beaucoup de péripéties que vous avez vues. Il y a beaucoup de choses qui ne seront jamais dites pour l'instant, mais elles vont être écrites. Même l'attaque du bateau Tombouctou dont vous avez parlé. L'embargo de Tombouctou. L'explosion dans le camp de Gao. Mais c'est des forces spéciales étrangères. Ce
ceux qui se font appeler CSP, rebelles et petits et patata. Vous avez vu que dès que ces atatas sont arrivés, ils ont changé d'élément de langage. On ne dit plus CMA et autres, on dit CSP. C'est des forces étrangères. C'était pour brouiller la piste qui nous conduisait à Kidal. Parce qu'il avait été dit partout dans le monde, quand nous avons dit à la MINUSMA de quitter notre pays, que ça ne va jamais arriver et que nous allons le regretter. Ça a été dit à beaucoup de diplomates. Certains de nos diplomates l'ont entendu. Nous-mêmes, j'ai reçu beaucoup de représentants dans mon bureau qui essaient de me tirer les verres du nez. Est-ce qu'on va chasser ou non les forces étrangères? Je leur ai dit d'attendre, notre ministre des Affaires étrangères va parler un jour et puis on va s'en tenir à ça. Pendant ce moment, je vous assure que les militaires maliens ont fait un travail de grande portée historique et patriotique. Ce que j'ai appelé la préparation de la grande offensive militaire a commencé à la mi-décembre 2021. Retenez bien, mi-décembre 2021. Depuis ce moment, les militaires maliens n'ont pas soufflé. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Disons jusqu'à la prise de Kidal. Parce qu'ils ont juré eux aussi, comme d'autres responsables politiques, qu'il faut que nous éteignions les feux. Mais une fois que le feu est éteint, là, je crois que nous devons avoir la sagesse de comprendre. La guerre, on peut gagner par une minorité déterminée. La paix, c'est tout le peuple qui le construit. Si nous commettons l'erreur de croire que ceux qui ont gagné la guerre, c'est eux seuls qui vont faire le pays, ça c'est l'erreur fatale à ne pas commettre. En tout cas, c'est l'une des grandes leçons que moi j'étudie de l'histoire. Et il se trouve que nos compagnons, on les appelle compagnons, nous avons une lecture partagée de l'évolution de l'histoire contemporaine de notre pays. Lecture partagée, ça veut dire quoi? Vous avez le président, tout militaire qu'il est, a l'habitude de nous dire, sans la culture, on ne peut rien faire. C'est ce que vous voulez démontrer. C'est-à-dire que les militaires ont beau gagner tout au front. S'il n'y a pas un éveil culturel chez la population, une prise de conscience généralisée, notre pays ne pourra pas être reconstruit. Et effectivement, vous regardez, c'est Irganda, avant vous c'était Gina Dogon, avant c'était les Soninké, ainsi de suite. Il y a une floraison aujourd'hui d'actes culturels. La semaine passée, c'est toute l'Afrique qui était là. Les grands forums culturels internationaux. Toute la semaine, chaque jour, il y avait un au Mali. Ça contredisait ceux qui disent que le Mali est un pays isolé. Donc, je pense que le fait d'apporter votre pierre à cette grande œuvre d'édification nationale, peut-être vous-même, vous ne voyez pas la portée. Parce que c'est l'ancrage du Mali nouveau qui est en train de se bâtir. Ceux qui sont à la tête là, ça a toujours fait échouer l'Afrique comme ça. Les autres n'ont pas peur des dirigeants. Les dirigeants, ils peuvent être atteints par l'âge, ils peuvent mourir. On peut même les éliminer. Vous savez qu'actuellement, dans les services secrets de beaucoup de pays occidentaux, certains ne le cachent même pas, des hommes politiques, ils disent que maintenant, ces pays-là, on ne peut plus les gagner par la force. Il faut passer par d'autres moyens. Il faut liquider les dirigeants. Ils le disent ouvertement dans les médias. Mais la réalité, c'est que les dirigeants ne pèsent pas sans le peuple. Si le peuple est conscientisé, tous les citoyens du pays sont des dirigeants. Deuxièmement, il y a beaucoup de citoyens qui ne connaissaient pas les enjeux. Je donne l'exemple, vous prenez dans mon village. Mais il y a des gens qui soutenaient l'ancien président. Tout ce qu'ils savent, ils écoutent ses paroles, pour eux c'est bien. Mais ce qui se faisait en dessous, ils ne savent pas. Mais si tu leur expliques les choses aujourd'hui, qu'ils comprennent les vrais enjeux,
Mais ces citoyens-là, si vous nous dites que le Mali ne lui appartient pas parce qu'avant, il ne soufflait pas dans la même flûte que vous avez tout faux. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde que maintenant, c'est l'union sacrée de tous les Maliens, quelles que soient leurs obédiences politiques de par le passé. On a éteint le feu. La construction du pays, c'est tous les enfants du pays. Autour de celui que l'histoire et Dieu a pris comme président du Mali aujourd'hui, c'est le président de la transition. Et je vous avoue que toutes ces grandes activités culturelles, j'en ai parlé avec lui presque semaine par semaine. Il a suivi de très près. C'est un chef militaire, mais il a une conscience très aiguë de leur rôle et de quelles relations ils doivent avoir avec le peuple. Cette floraison que vous voyez d'activités culturelles où tout le monde veut venir au Mali, le président l'a supervisé et nous-mêmes depuis des mois. Parce que nous avons compris que, comme on dit, quand l'homme a tout perdu, c'est sa culture qui lui reste. Tant qu'un homme est attaché à sa culture, il n'a pas encore tout perdu. Donc la culture malienne, aujourd'hui, en plus des forces armées de sécurité, c'est honnêtement la sève nourricière du Mali de demain. Et dans cette compétition entre les groupes ethniques, entre les groupes culturels, il est bon que la communauté de culture Songhoi joue son jeu. Quand on dit la communauté de culture Songhoi, ce que j'ai dit en Songhoi, Gao c'est pas pour les Songhoi. Gao c'est pour les Peul, c'est pour les Tamashek, c'est pour les Bambara, c'est pour les Arabes. Le Mali n'a aucune portion du territoire qui appartient à un groupe ethnique spécifique. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que Kidal, c'est une ville Songhoi. Les gens qui ont 40 ans dans l'histoire disent l'Adra des Ifogas, il y a 200 ans. Mais c'est une ville Songhoi, Kidal. Mais un Songhoi ne peut pas aller dire que c'est pour lui aujourd'hui. C'est pour les Maliens. Et récemment, j'ai dit à un de mes collaborateurs de chercher quelqu'un que j'ai rencontré il y a 5 ans à Djoila, c'est un Sangaré, qui me disait que lui, il faisait des belles affaires à Kidal. Il faisait de la volaille. Des millions par mois. Quand la rébellion est venue, il a tout perdu. Il est à Djoila, il rêve de retourner à Kidal un jour. J'ai dit, mais il faut les chercher pour qu'ils aillent faire révéler Kidal. Parce que Kidal, c'est pour tous les Maliens. Je vous ai fait cette longue explication parce qu'il y a beaucoup de choses que les Maliens n'ont pas compris au début. On est resté dans les débats politiques superficiels. Nous, on était dans le fond pour régler la contradiction principale, comme le disent les marxistes. Parce qu'aussi longtemps que nous n'avons pas tranché l'affrontement direct militaire avec les ennemis du Mali et gagné, tout le reste c'était des palabres. Les MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, nous avons étudié, on s'est rendu compte que c'est une chaîne de succession avec quelqu'un qui tire les ficelles. Nous avons commencé par Takuba, c'est eux qui ont prêté le flanc. Takuba, c'est l'ancien président qui a écrit une lettre pour les autoriser à être là. Seulement dans cette lettre, il y a un paragraphe qui dit clairement que quand vous installez au Mali, vos opérations militaires, tout ce que vous faites, c'est avec l'armée malienne. Plusieurs pays européens ont demandé à avoir des bases militaires à Kidal. Pendant que nous étions en train d'étudier, le Balaba est parti dire à quelqu'un, il faut venir. Les Danois sont venus s'installer alors qu'il y avait 4 dossiers qui étaient en étude. Et quand on leur a dit de partir, ils disent qu'ils ne partent pas. Parce que nous étions convaincus qu'il était question de transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces étrangères de l'Union européenne. Rien d'autre. L'armée malienne ne pouvait même pas survoler des zones. On leur dit que c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Qu'est-ce que Takuba fait? On ne sait pas.
nous avons décidé de leur dire de rentrer. Ils sont rentrés. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. G5 Sahel, c'est le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. 5 pays. Avec une présidence tournante. Nous dépensons plus de 400 millions par an. La présidence tournante du Mali arrive. Il y a un pays extra-africain qui décide qu'on ne peut pas faire une réunion avec le Mali à la présidence. Le président a saisi l'occasion et a donné un ultimatum. Date arrivée, on est sorti. G5 Sahel est mort de sa belle mort, comme le dirait l'autre. À la Kahinala. Ça, c'est G5 Sahel. Nous sommes montés d'un cran. On est arrivé à Barkhane. Barkhane, nous avons des informations précises. Parce que ceux qui travaillent dans ce pays, souvent les uns et les autres ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais nous suivons tout. Il y a des gens qui ont prévu un affrontement militaire avec l'armée malienne pour casser notre outil de défense. Mais les gens du M5 sont rentrés dans la danse. Nous les avons chassés de Gao à minuit. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir à Gao. C'est à la frontière en Songo qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Les militaires n'ont pas eu besoin d'intervenir. Parce que ce qu'ils avaient prévu, c'est un affrontement avec notre armée pour détruire nos vecteurs aériens et nous paralyser. Mais le peuple a tranché autrement. Cette partie, les Maliens ne le savent pas. Quand tous ceux-ci sont partis, nous avons dit qu'on passe au Balaba maintenant. Et nous avons décidé de longue date de les faire partie de notre pays. Mais il faut trouver le moment. Ce moment, le président, avec toute la dextérité qu'il lui faut, et ses collaborateurs, nous l'avons déterminé. Et notre ministre des Affaires étrangères a été chargé de porter le message. Quand le message a été porté à l'ONU, il y en a qui ont dit, oui, mais les Maliens, c'est des plaisantins, parce qu'il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de partir depuis 2018, mais elles sont toujours là-bas. Les Maliens ne pourront rien. Et ils se sont mis à renforcer le verrou de Berre que nous allons échouer. Nous nous sommes aussi préparés. Dans l'affrontement de Berre, ils ont perdu la bataille. Ils savent très bien que l'objectif suivant, c'est Anéfis et Kidal. C'est en ce moment que cette histoire des bateaux Tombouctou, de Tombouctou pris en otage, des explosions dans la ville de Gao a commencé. C'était pour retourner la population contre les dirigeants. Effectivement, certains sont tombés dans le panneau. D'autres l'ont fait parce que nous savons aujourd'hui ceux qui travaillent contre le Mali. Parce que dans nos pays, vous avez les 95 ou 18 de la population qui aiment vivre simplement. Elle n'a pas de problème. Mais au sommet, il y a deux autres groupes. Il y a ceux qui sont au service de l'étranger et ceux qui décident d'être au service du Mali. Donc il fallait ameuter la population. Le président a l'habitude de nous dire, tout militaire qu'il est, il nous dit le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Il faut tout faire pour avoir le soutien de la population. Donc on a voulu nous faire perdre le soutien des populations du Nord. C'est pour cela ces histoires de bateaux et petites... C'est les services secrets des pays étrangers. Ce n'est ni des terroristes maliens, ni des gens qui prétendaient être des Maliens qui sont en train de chercher la paix. Vous aurez remarqué qu'en cette période, parce que nous on suit tout, il y a des journalistes, des hommes politiques qui sont sortis dans les médias pour dire que vraiment il faut la paix. C'est un gouvernement de va-t-en-guerre. Ça c'est le 7 septembre. Les mêmes, lorsque le 7 octobre il y a eu l'affrontement entre les Hamas et Israël, ils se sont mis à condamner Israël parce que c'est ce qu'ils entendaient les maîtres dire. Que oui, vraiment ça suffit. Mais qu'est-ce que le peuple malien n'a pas souffert? Parce qu'en réalité, les problèmes du centre,
Je vous fais tous ces développements parce que c'est l'occasion pour que vous compreniez beaucoup de choses qui ne sont pas écrites et on ne va pas vous les dire. Il y avait un État dans l'État. L'aménagement au centre n'était pas prévu dans les textes internationaux. Le désordre, le terrorisme est arrivé au centre pour que nous oublions le Nord. Où ils ont créé un État. Depuis 10 ans, on exploite de l'or. Où va l'or? Les 99% partent là où vous savez. Les 1%, ça ruisselle dans le pays pour financer l'oligarchie. Des hommes qui se sont mis au service de l'étranger, soit par cupidité ou naïveté. Des militaires, des hommes politiques, des juges, des opérateurs économiques, des hommes de tout genre. C'est vers eux que ruissellent les 1%. Le reste va ailleurs. On n'a pas vu de centre de santé, on n'a pas vu de route, rien au nord. Et les gens se tuent au centre. Un peu les Dogons. On entend des présidents africains d'origine Peul qui se lèvent. Vous voyez, il y a le génocide contre les Peuls. Mais les Peuls, nous, on connaît l'histoire. Les Peuls ont donné plus de fil à retordre aux colonisateurs que beaucoup de groupes ethniques. C'est les plus réfractaires à l'injustice, à la domination. C'est les plus répandus en Afrique, du Cameroun jusqu'au Sénégal. Dès qu'il y a un conflit avec les Peuls, il y a des présidents qui se sont engagés dans cette lutte-là contre le Mali et le Burkina simplement parce qu'ils disent qu'on est en train de terroriser les Peuls. Mais c'est fait exprès. Depuis quand les Dogons et les Peuls qui ont vécu ensemble pendant 100 ans, 200 ans, vont se mettre à se déchirer les ventres, à se tuer? Et puis nous avons réuni les preuves que certaines puissances créent les mouvements terroristes, les armes, les entraînent, les forment contre notre pays. Quand nous avons réuni toutes les preuves, nous avons tout réuni, on est allé aux Nations Unies. On voulait montrer, pour dire que des pays chargés du maintien de la sécurité internationale sont devenus les sponsors du terrorisme. Là aussi, vous vous rappelez, il y a des journalistes qui se sont mis à dire, mais exposez vos preuves dans la presse. Nous avons dit non, il ne faut pas les exposer dans la presse. J'ai dit tout ça, c'est pour vous expliquer l'œuvre gigantesque de portée historique que notre armée, que le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, le sacrifice qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui, nulle part sur notre territoire national, nous ne pouvons aller. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, ça fait depuis le mois de juillet, août, tous les discours qui sont très longs d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'histoire là-dedans. Parce qu'on nous a caché l'histoire. Les intrigues politiques à Bamako, je n'en parlais plus. Parce qu'il y avait un nœud gordien à trancher. J'avais dit à certains, aussi longtemps qu'on n'aura pas pris Kidal, personne ne m'entendra participer à un débat politique. Parce que c'était très clair que les militaires, là, s'ils n'ont pas le soutien de la population, la baraka, les bénédictions des Maliens et la mobilisation générale, même s'ils prennent Kidal, c'est pour quelque temps. Il faut que le peuple prenne son destin en main. Voici la réalité. Mais aujourd'hui, j'ai dit aux Maliens de se retrouver. Ceux qui se sont trompés pour une ou une autre raison, qu'on se comprenne et on se retrouve. Et je dois vous dire que ici, beaucoup de gens, moi personnellement j'étais très émerveillé parce que dans cette grande œuvre culturelle qui se passait au Mali, en tant que responsable, effectivement, j'étais jaloux de voir que ma communauté n'apporte pas sa pierre à cet édifice-là. Donc c'est avec beaucoup de joie
de reconnaissance que lorsque le président de Irganda m'a informé de vos intentions, nous nous sommes totalement mis à sa disposition. Nous l'avons fait pour le Mali. Parce que chaque citoyen malien qui a une position donnée, qui a une lecture des événements que les autres n'ont pas, son rôle, c'est de rendre le processus irréversible. Irréversible. Et les pays de l'AES dont on a parlé, je viens de parler du Niger, moi j'ai été à Agadez. Agadez, on dit que c'est la ville des Touaregs. Est-ce que vous savez que la grande mosquée d'Agadez a été construite par Askia Mohamed en 1500? Au moment où ça a été construit, le minaret le plus haut dans le monde, c'est cette mosquée-là. À la date d'aujourd'hui encore, vous ne verrez jamais l'ombre de ce minaret-là. Nulle part, quelle que soit la position du soleil. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se posent la question, comment ils l'ont fait? Le Burkina, je viens de vous en parler. Donc cette question d'AES là, je pense que c'est la main de Dieu. Il fallait que des gens commencent quelque part. Il fallait, si ce n'était pas au Mali, ça allait être au Burkina ou au Niger. Il fallait que des fils d'un de ces pays-là commencent. C'est pour ça que j'ai vu récemment le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell. Je reviendrai d'ailleurs sur ces contradictions en 2 ans, ce qu'il a dit. Il dit d'abord que les Africains, on peut les manipuler, c'est comme n'importe qui. Aujourd'hui, je le vois dire qu'ils ont des intérêts en Afrique. Il faut qu'il aille discuter avec les pays africains qui ont des militaires à la tête. Mais il y a quelques mois, il ne parlait pas comme ça. Moi, j'ai toutes ces citations. Parce que tous ces dirigeants, un à un, tout ce qu'ils ont dit, c'est noté chez nous à l'heure et quand est-ce qu'ils l'ont dit. Leur objectif, c'est de nous travailler le cerveau pour qu'on ait un complexe d'infériorité et qui nous domine. C'est cette phase-là qui est en train de prendre fin. C'est terminé. L'AES devient maintenant un exemple que le reste de l'Afrique va suivre. Je suis convaincu de ça. Et les Maliens doivent être fiers de ce qu'ils font. Vous avez dit que certains sont venus du Burkina, de l'Algérie, d'autres ne sont pas venus. Effectivement, il y a une communauté là-bas qui parle l'ancien Soreille, qui est mélangée un peu avec l'arabe, mais c'est des gens, c'est des Songhoui. Vous prenez n'importe quel groupe ethnique chez nous, vous les trouvez dispersés entre 2-3 pays. Les Mandingues, c'est le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Le Burkina. Les Soreilles, c'est le Mali, l'Algérie, le Niger, le Burkina, ainsi de suite. Parce que toutes les grandes entités dont les Africains sont fiers en Afrique de l'Ouest, leur berceau, c'est sur le territoire actuel de l'Afrique. Et c'est pour cela, depuis 2018, cette vidéo-là existe. J'avais dit que tôt ou tard, dans notre génération ou non, la société va sécréter des enfants qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Dieu a fait que c'est en 2021-2023 qu'on a eu des jeunes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans qui sont venus nous essuyer les larmes. Ce qui reste maintenant, c'est à nous de le faire. C'est de les amener à être fiers des tâches qu'ils ont accomplies dans le monde. Vous savez, tout ce que nous faisons, beaucoup pensent que c'est le hasard. Il n'y a rien au hasard. Un grand penseur a dit que la pratique sans la théorie, c'est du bidon, ça ne sert à rien. Et la théorie sans la pratique, ça ne sert à rien. Il faut joindre les deux. Quand récemment nos présidents ont parlé, le président malien a parlé le 16 janvier 2024. Il a fait un discours à Mbamana. Le 30 janvier, le président du Burkina a parlé, il a parlé en français. Dans la même foulée, le président du Niger, il a parlé.
en français, en Hausa, en germain. Mais moi, j'ai pris soin d'écouter chacun de ces messieurs. C'est tous des hommes de terrain. Mais il nous faut théoriser ce qu'ils veulent. Parce que si dans la société, on ne théorise pas ce qu'ils veulent et le faire partager par notre population, on n'est pas à l'abri de surprises. Et c'est la culture. Ce que vous faites, vous êtes en train de prendre le relais. Je voudrais donc vraiment vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire. Les ministres de la Justice et celui de la Culture, bon, comme les Dogons le disent, en réalité, ils étaient là-bas comme ministres de la République, mais je crois qu'ils se sentent chez eux. Vous savez, malgré que moi j'étais malade, les quelques rares fois où j'avais des prises de conscience, où je prenais mon téléphone, j'envoie des messages au président pour lui dire que si physiquement lui ne peut pas aller à Irganda, en mon absence, il faut qu'Ibrahim Ikassa ou le ministre de la Justice aille porter son message politique, qui est en même temps le mien. Et lorsque j'ai dit à mes médecins que le lundi qu'il faut que je sorte le jeudi, or ce n'était pas possible, et qu'ils m'ont dit que la mort dans l'âme, je ne peux pas sortir jeudi, quand j'ai suivi ce qui a été dit et fait par les émissaires officiels, je me suis dit que moi, je ne pourrais pas faire autant. Donc il faudra remercier le président, remercier les deux ministres et surtout l'éventail de ce que vous avez montré. L'éventail de ce que vous avez montré. Tous les aspects de la culture sont oui. C'est très important que pour nous, nos frères qui sont venus du Niger, du Nigeria, d'autres qui nous regardent, parce que vous savez, dans cette histoire de l'Afrique, il y a beaucoup de choses que les gens ont oubliées ou ils ne savent pas. C'est à nous de faire revivre ça maintenant. Parce que les peuples de l'AES, là, c'est les mêmes peuples en réalité. C'est le hasard qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Au Burkina, c'est des Mossi, des Djoula, en grande partie, des Peuls, mais au Mali, c'est la même chose. C'est les Mandingues avec tous les dérivés que vous pouvez avoir, les Peuls, les Songhouis, les Tamashek, les Touaregs. Vous partez au Niger, c'est à peu près la même chose. Et donc, il suffit que les dirigeants de ces pays soient effectivement à la hauteur comme on l'a fait jusqu'ici et que vous vous mobilisez pour les soutenir sans condition, parce que leur mission, je crois qu'ils ont accompli leur mission historique. Le reste, c'est la population. Si vous suivez cette voie-là, moi je suis convaincu que dans quelques années, les Maliens, les pays de l'AES, je dirais même toute l'Afrique, va être très fiers de ce que le gouvernement de transition a pu faire pendant ce temps. Vous savez, notre souhait, c'est qu'à la fin de cette transition, quelles que soient les opinions politiques, parce que souvent les opinions sont fondées sur les informations qui peuvent être erronées, qu'à la fin de la transition, chaque Malien a son âme et conscience puisse se dire, ces hommes et ces femmes qui sont venus au pouvoir le 7 juin 2021, parce que c'est le 7 juin que le président a été investi. Immédiatement, il m'a dit de le suivre dans son bureau. Il m'a remis le décret. Il a signé devant moi, il me l'a remis. Quand je suis sorti de son bureau, beaucoup de films ont passé dans ma tête. Depuis l'enfance, les difficultés, les études. Je me suis rappelé qu'en réalité, là où je me trouve aujourd'hui, je n'ai jamais rien payé. Si mes parents devaient payer, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc c'est une grande responsabilité qui vient d'être déposée sur mes frères et épaules. La première des choses que j'ai faites,
j'ai appelé l'épouse de Soumaïla Cissé. Parce qu'en fait, c'est lui que j'ai remplacé au FSD. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au M5 et de fil en aiguille Premier ministre. Donc s'il était vivant, je serais allé lui remettre. Comme on dit à Mamanaka Bonya Dakar. Elle n'était pas là, elle était à Dakar, je lui ai dit de me faire des bénédictions. La deuxième chose, j'ai fait la copie, j'ai remis à quelqu'un. J'ai pris un véhicule, je lui ai dit, va à Nyoro. Donne-le au shérif, avec lequel j'ai des relations depuis 1993. Dites-lui de nous faire des bénédictions. Nous n'avons pas le droit à l'échec. La personne est revenue le lendemain, il m'a dit ceci. Le vieux dit que si vous restez ensemble, vous ne vous tournez pas le dos, le Mali sera un pays où d'autres vont chercher des visas à venir. Depuis ce jour, j'ai réuni les plus proches de moi. Je leur ai dit que l'histoire ne doit jamais retenir que ces jeunes-là, on est arrivé à un moment où on s'est séparés par ma faute. Jamais. Il faut avaler toutes les couleuvres. Je dis souvent même des bois, jusqu'à ce qu'on prenne Kidal. Le jour où Kidal sera pris, la porte sera ouverte, beaucoup de Maliens vont venir. Parce qu'il n'est pas dit que quand vous êtes bien pour faire la guerre, vous êtes bien pour faire la paix. Aujourd'hui, le Mali a besoin de tout le monde, en tout cas tous ceux qui comprennent. Il y en a qui ne voudront jamais, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Eux, ils sont à un autre service. Ils n'ont pas d'idéal. Et moi, je voudrais vraiment que les partisans de la culture songoï, avec des grands noms que vous entendez toujours, Tombouctou, Djéné, Ombori, Koukia, Gourma, Hausa, Dangé, Dandi, Issaber, que ces mots-là et d'autres puissent résonner avec ce que les autres communautés vont amener au Mali et que nos enfants puissent en être très fiers demain. Si cela est fait, je pense que vous aurez joué votre partition. Parce que dans la société, tout le monde ne peut pas tout faire. C'est ce que le président nous dit. Que chacun fasse son travail. Moi, je suis sûr que si vous m'amenez à la porte de Kidal, vous dites de prendre Kidal, vous aurez pu me donner tous les drones du monde, vous pouvez être sûr que ce n'est pas garanti. Mais si vous amenez un soldat ou quelqu'un qui sait manœuvrer les drones, il va le faire. Ça veut dire que c'est son travail. Quand l'aménagement devait quitter Kidal, on arrive à 8 h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h, mais en réalité, toute la nuit, tous les blindés les ont transférés aux terroristes. Mais ceux qui ne savaient pas, on les observait. Quand ils sont partis, on les a détruits un à un. Ils ont miné toute la ville de Kidal pour que nos soldats meurent. On a tout déminé. On a pris Aguelhok. En Néfis, depuis 2013, le Mali n'est plus là-bas. On a pris Tessalit, on a pris Aguelhok, on a pris Kidal. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est la reconstruction du pays qu'il faut. Les forces autour de nous, certaines sont hostiles. Nous étudions, nous analysons, nous nous organisons. Que chacun fasse son travail. On veut que les chanteurs chantent, les danseurs dansent, les marabouts font la religion, les cultivateurs cultivent, les éleveurs élèvent, les hommes politiques font la politique dans le bon sens, les militaires font la guerre. Si chaque citoyen fait ce qu'il doit faire, notre pays va s'en sortir. Moi, je suis profondément optimiste. Vous savez, souvent, quand ma santé est fragile, il y en a qui s'étonnent. Je dis, moi, je pense que ça, moralement, depuis qu'on a pris Kidal, je pense que au moins à 50%, les objectifs que je me suis fixés dans la vie sont atteints. Et j'ai reçu ici le général Gamou avant qu'il ne parte à Kidal, en personne. Je lui ai dit ce que je pense. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le général Gamou Imgad.
c'est le général Gamou, représentant de l'État malien. Les Imgad, les Idna, les Ifogas, les Bella, les Sonray, les Peul, les Touaregs, tous sont vos citoyens. C'est en ce moment que vous allez rentrer dans la grande histoire. Parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi. De longue date, il est l'un des rares rebelles que le changement de régime a trouvé au Mali, qui a décidé de rallier l'armée malienne et qui n'a pas vacillé. Tout lui a été proposé. Sinon, beaucoup étaient là. Le 26 mars 1991 a trouvé beaucoup ici. Mais beaucoup ont changé après. On est venu nous faire un autre cinéma qui est totalement différent de ce qui était dans la réalité. Il n'a pas changé. Vous savez, dans la durée, sur 30 ans, quelqu'un qui tient ses opinions, ça veut dire que c'est un homme sûr. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous les Maliens d'aider ce général-là à réussir à Kidal. S'il réussit à Kidal, le Mali va la réussir. Il va y avoir des détracteurs, des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut que les Maliens mettent balle à terre maintenant. Retrouvons-nous maintenant pour reconstruire notre pays. Les guerres du passé, là, ça ne sert à rien. Il y a des gens qu'on a mis en prison, jusqu'à la fin des élections, on leur a dit de sortir et aller chez eux. Ils ont été en prison parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer à des mouvements politiques. Ça ne construit pas un pays. Même hier, je suis venu saluer mon cabinet, je leur ai demandé ici. Plus de 4/5e, je ne les ai jamais vus avant d'être Premier ministre. Il y en a, j'ai appris seulement, c'est des étudiants brillants qui étaient premiers même de leur promotion. Un ministre les a enlevés parce que chaque ministre a son agenda. Ce n'est pas forcément que vous avez démérité. Je les ai appelés. J'ai demandé de chercher leur CV. C'est le jour où ils ont été recrutés que je les ai vus. Même celui qu'on appelle le directeur financier, tout le monde dit, le DAF doit être l'homme du ministre. Demandez-le. Lorsque celui qui était là est parti, on m'a demandé de choisir, j'ai dit, je ne choisis pas. L'administration a prévu qu'après le DAF, il y a son adjoint. Donc prenez son adjoint. C'est lui qui est le DAF aujourd'hui. Parce que le Mali, là, c'est pour tout le monde. Il y a des moments où certains sont au pouvoir, où ils pensent que le pays n'appartient à personne plus qu'à d'autres. On peut juste se tromper à un moment donné ou travailler avec des données qui ne sont pas justes. Mais aujourd'hui, le souhait de l'équipe dirigeante, le souhait du président, du ministre de la Défense, parce que c'est avec eux que je parle beaucoup, c'est de faire l'union sacrée autour du Mali, autour des autorités de la transition, pour que nous avançons. Parce que personne ne viendra faire le Mali à notre place. J'ai parlé souvent avec philosophie, même récemment quand on décorait les gens. J'ai dit, quand vous regardez le CNT par exemple, certains pensent que le CNT et la primature sont opposés. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Tout ce que la primature fait là, c'est le Conseil national de transition qui a voté le 3 août 2021 le programme d'action gouvernementale. À l'intérieur, c'est un parlement. À l'intérieur, la société, c'est comme un jardin. Ce n'est pas une caserne. Les gens peuvent avoir des avis différents. Mais le président a pesé de son poids pour nous donner le permis de travailler. Et donc, il faut avoir une approche philosophique pour que le rôle de chacun lui soit reconnu dans la construction de ce qu'on est en train de faire. Et entre vous aussi, c'est la même chose. Je suis très heureux de ce que vous avez fait, que aujourd'hui, tout le Mali est content de ce que vous venez de faire. Toute l'Afrique, je dirais même, est fière de ça. Et, comme j'ai dit, Gao, ce n'est pas seulement les oreilles, c'est les Peuls. Et celui qui a lui-même le porte-parole ici, c'est un Peul. C'est des Bamana.
il y a des Songoï, il y a des Tamashek, de tout genre. Notre pays est beau par sa richesse et la diversité de ses citoyens. Vraiment, vous avez fait œuvre utile. Je ne peux que vous dire au revoir à l'année prochaine. Mais vous avez placé la barre très haut. Il faut commencer à vous entraîner dès maintenant pour que l'année prochaine... Et merci bien. La séance est levée. Pour ceux qui voudraient faire des photos de famille ou de souvenirs, je suis à votre disposition. Donc on va prendre groupe de 5-5 pour que ça soit très bien fait.